Bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Ces derniers jours, l'Amérique a dit adieu à plusieurs personnalités remarquables, des icônes dont l'impact se fera sentir pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous honorons leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'ils laissent derrière eux. Si l'une de leurs histoires a touché votre cœur, veuillez envisager de laisser un j'aime pour aider à maintenir leur mémoire vivante. Merci d'être ici. Commençons maintenant. Tony Fitzpatrick, l'artiste, écrivain et acteur acclamé de Chicago, dont l'œuvre entremêlait la vie de rue, la mythologie et la poésie, est décédé le 11 octobre 2025 à l'âge de 66 ans. En près de 5 décennies de créativité, Fitzpatrick a produit plus de 3000 collages, gravures et dessins qui ont défini son style unique, coloré, multicouche et profondément humain. Ses œuvres ont été exposées dans plus de 55 expositions individuelles et collectives à travers le monde et se trouvent maintenant dans les collections permanentes du Museum of Modern Art, de l'Art Institute of Chicago et du Smithsonian American Art Museum. Il est l'auteur de 6 recueils de poésie et d'essais, dont Hard Angels et Boomtown, tous deux salués pour leur mélange d'imagination visuelle et de profondeur littéraire. Son art a été présenté sur plus de 25 albums de musique et de nombreuses couvertures de livres, ce qui a rendu son travail instantanément reconnaissable. Les œuvres de Fitzpatrick se vendaient régulièrement dans les galeries de Chicago, reflétant son lien durable avec le public et la critique. En plus de ses réalisations dans le domaine des arts visuels, il est apparu dans plus de 15 films et productions scéniques, incarnant souvent la même compassion et le même courage qui imprégnaient son travail. Grâce à sa galerie Firecat Projects, fondée en 2010, Fitzpatrick a contribué à organiser plus de 120 expositions soutenant des centaines d'artistes émergents. Commenté 66. Son âge. Où écrivait RIP Tony Fitzpatrick pour honorer un créateur qui a fait de l'art pour le peuple et à partir du peuple. Terry Johnson, chanteur, compositeur et producteur de disques, surtout connu comme membre du groupe RB emblématique The Flamingos, est décédé le 8 octobre 2025 à l'âge de 86 ans. Son décès marque la perte de l'une des dernières grandes voix de l'âge d'or de la musique doo-wop et soul américaine. Né le 12 novembre 1938 à Baltimore, dans le Maryland, Johnson a rejoint les Flamingos en 1956. Sa voix de ténor douce et son talent musical raffiné ont contribué à façonner le son distinctif du groupe. En 1959, leur single à succès, I Only Have Eyes for You, est devenu un classique instantané, obsédant, romantique et intemporel. En plus de son succès avec The Flamingos, Johnson a collaboré avec Smokey Robinson et The Miracles, co-écrivant des succès comme Baby, Baby Don't Cry et Here I Go Again, et a contribué à définir l'élégance émotionnelle qui a caractérisé le son du label tout au long des années 1960. Au fil des décennies, il a continué à se produire, à enregistrer et à encadrer de jeunes artistes, perpétuant ainsi les traditions d'harmonie et de narration qui ont défini sa carrière. L'héritage de Terry Johnson est fait de grâce, de créativité et d'endurance. Sa voix et ses compositions ont touché des générations, assurant que le son du RB classique ne s'éteindra jamais. Si I Only Have Eyes for You a déjà touché votre cœur ou fait ressurgir un souvenir, prenez un moment pour vous souvenir de sa vie. Commentez 86, son âge, ou écrivez RIP Terry Johnson pour rendre hommage à une voix qui a défini une époque et dont l'héritage perdurera à jamais. Diane Keaton, l'actrice et réalisatrice oscarisée qui a défini l'individualité et l'intelligence à Hollywood, est décédée à 69 ans. Elle est décédée le 11 octobre 2025 à son domicile de Los Angeles, entourée de ses enfants et de ses proches. Son attaché de presse a confirmé son décès. Au cours de 6 décennies, Mademoiselle Keaton a créé l'une des carrières
les plus admirés du cinéma américain. Son rôle déterminant dans Annie Hall, en 1977, lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice et a transformé à jamais le genre de la comédie romantique. Avec son esprit décalé, sa vulnérabilité et son style naturel, elle est devenue un symbole d'authenticité, quelqu'un qui pouvait être brillant et imparfait à la fois. Avant Annie Hall, elle a jeté les bases de sa carrière en collaborant avec Woody Allen, notamment dans Play It Again Sam, 1972, puis a stupéfié le public dans le rôle de Ka Adams dans la série Le Parrain, un rôle qui a révélé sa puissance dramatique. Ses performances suivantes, nominées aux Oscars dans Reds, 1981, Marvin's Room, 1996 et Something's Got to Give, 2003, ont reflété sa rare capacité à équilibrer l'humour, la tristesse et la vérité. Ses films plus tardifs, Baby Boom, Le père de la mariée, Le club des ex et Esprit de famille, la maintiennent au cœur de la narration américaine. Même dans sa 70e année, elle a apporté sa chaleur et son humour caractéristique au club de lecture Book Club 2001 et à Mac and Rita 2022, inspirant des publics de tous âges. Tout au long de sa vie, Madame Keaton a parlé ouvertement de ses luttes contre le cancer de la peau et la boulimie, qui ont toutes deux façonné sa vision des choses. Diagnostiquée d'un cancer de la peau à 21 ans, elle a fait de la protection solaire un élément de son identité, portant souvent des chapeaux à large bord, non seulement pour la mode, mais aussi pour la santé. C'est une affaire de famille, a-t-elle déclaré au Los Angeles Times en 2015, se souvenant de membres de sa famille qui avaient lutté contre la maladie. Plus tard, après avoir été traitée pour un carcinome épidermoïde, elle a utilisé son expérience pour encourager les autres à rester vigilants. Sa franchise s'est étendue à son trouble de l'alimentation. Après avoir subi des pressions pour perdre du poids au début de sa carrière, elle a passé des années à lutter contre la boulimie avant de trouver la guérison. « Je ne faisais que satisfaire ma faim, j'étais une toxicomane », a-t-elle déclaré à l'émission Dr Oz en 2014. Dans ses mémoires de 2011, elle a écrit « Je fais partie d'un groupe, des gens qui ont mené cette bataille, je suis une sœur pour eux. » Dans sa cinquantaine, elle a adopté Dexter et Duke, les élevant comme une mère célibataire dévouée. « Je n'avais pas besoin de me marier, a-t-elle dit un jour. J'avais juste besoin d'aimer. » Sa fille Dexter a épousé le musicien Jordan White, tandis que Duke a mené une vie plus paisible à l'écart des projecteurs. Sa famille a déclaré que dans ces dernières années, elle avait trouvé la paix dans des routines simples, en lisant, en restaurant des maisons historiques et en passant du temps dans son jardin avec ses enfants. Le décès de Diane Keaton laisse un vide irremplaçable. Mais son rire, sa sagesse et sa grâce perdurent dans chaque rôle qu'elle a joué et dans chaque personne qu'elle a inspirée. Si son travail vous a déjà inspiré, commentez 69, son âge, ou écrivez « RIP Diane Keaton » pour honorer la femme qui a appris au monde que la force peut coexister avec la vulnérabilité et que le fait d'être soi-même ne se démode jamais. Jimmy Shaw, surtout connu pour son rôle de Matthew dans la longue comédie espagnole Lesina, est décédé le 11 octobre 2025 à l'âge de 59 ans. De ses débuts à la télévision au début des années 2000 à ses dernières performances, Shaw est devenu une présence familière dans le cinéma et la télévision espagnole. Les fans se souviennent de lui pour son esprit calme, son timing naturel et la chaleur qu'il apportait à chaque scène. Son interprétation de Matthew dans Les Avizinas, un personnage marqué par un humour discret et une résilience tranquille, a fait de lui un acteur hors pair au sein d'une large distribution. Il était l'un de ces rares acteurs capables de retenir l'attention avec les plus petits gestes, transformant des moments simples en quelque chose de mémorable. Né le 3 juin 1966 à Los Angeles, Shaw a commencé sa carrière sur scène avant de s'installer en Espagne, où il a construit une vie et une carrière qui ont duré plus de 2 décennies. Il est apparu dans des séries telles que El Ministerio del Tiempo, Cuéntame cómo pasó et des films dont A Perfect Day. Au-delà du jeu d'acteur, Shaw a été un mentor pour de jeunes artistes
et a fréquemment collaboré avec des cinéastes indépendants. Admiré pour son humilité et sa volonté d'aider les autres à réussir. L'héritage de Jimmy Shaw réside dans l'authenticité qu'il a apportée à ses rôles et les ponts qu'il a construits entre les cultures. Ses performances restent un rappel que le grand jeu d'acteur n'a pas besoin de traduction. Il parle à travers l'humanité elle-même. Commentez 59. Son âge ou écrivez RIP Jimmy Shaw pour honorer un homme dont l'art discret a laissé une empreinte durable sur 2 continents. John Lodge, bassiste, compositeur et membre fondateur des Moody Blues, est décédé le 10 octobre 2025 à 81 ans. Né à Birmingham, en Angleterre, en 1945, la passion de Lodge pour la musique a commencé tôt. Maîtrisant la guitare et la basse, il a rejoint la scène rock britannique des années 1960 et a contribué à définir le son caractéristique des Moody Blues, mêlant rock, instrumentation classique et harmonie vocale luxuriante. Il a contribué à des albums marquants tels que Days of Future Past, In Search of the Lost Chord et Seventh Sojourn, coécrivant de nombreuses chansons les plus mémorables du groupe. Son jeu de basse, sa perspicacité musicale et son énergie sur scène ont fait de lui une pierre angulaire du succès durable du groupe. Loin des yeux du public, Lodge a mené une vie de famille privée, élevant ses enfants tout en poursuivant une carrière qui a duré plus de 5 décennies. Les autres musiciens et collaborateurs se souviennent de lui pour son talent, son dévouement et son esprit de collaboration. Tous ces éléments ont contribué à la longévité et à l'influence des Moody Blues. Les contributions de John Lodge à la musique continuent de résonner dans le monde entier, inspirant d'innombrables artistes et fans. Son héritage ne se limite pas aux albums et aux performances, mais aussi à l'influence durable qu'il laisse derrière lui. Souvenez-vous de John Lodge en écoutant ses chansons, en partageant un moment préféré ou en laissant un message RIP John Lodge. Sa musique continue de briller, un témoignage durable de son talent artistique et de sa passion. Joan Bennett Kennedy, pianiste, militante sociale et ancienne épouse du sénateur américain Edward Kennedy, est décédée le 8 octobre 2025 à l'âge de 88 ans. Née en 1936, elle a suivi une formation de pianiste classique et s'est produite tout au long de sa vie, utilisant souvent son talent pour soutenir des causes caritatives. Son mariage avec Edward Kennedy en 1958 l'a placée au centre de la vie politique américaine pendant l'une de ses périodes les plus tumultueuses. Elle a concilié les exigences de la fonction publique avec des luttes privées, élevant 3 enfants, Cara, Edward Jr. et Patrick, tout en vivant sous une surveillance constante. Au-delà de son rôle dans la famille Kennedy, elle s'est fait connaître pour son plaidoyer, en particulier pour la sensibilisation à l'alcoolisme, une question qu'elle comprenait personnellement. Après son divorce en 1982, Bennett Kennedy a vécu plus discrètement mais est restée attachée à sa famille, à sa musique et aux causes sociales qui reflétaient sa résilience et sa grâce. Bien que souvent associée au nom Kennedy, Joan Bennett Kennedy a construit son propre héritage, fait d'art, de plaidoyer et de persévérance. On se souviendra d'elle comme d'une femme qui a enduré les épreuves avec dignité et dont les contributions se sont étendues au-delà de la politique à la musique, à la communauté et à la vie de famille. Laissez un hommage dans les commentaires, partagez un souvenir de sa musique, de son courage ou de son plaidoyer. Commentez 88 son âge ou écrivez RIP Joan Bennett Kennedy pour honorer une femme dont la force et la grâce ont touché des vies bien au-delà de la sphère publique. Bertha Loron, actrice vétérane qui a apporté humour et charme aux scènes et aux écrans brésiliens pendant plus d'un demi-siècle, est décédée le 29 septembre 2025. Elle avait 98 ans. Née à Varsovie, en Pologne, en 1927, elle est arrivée au Brésil enfant lorsque sa famille a fui les persécutions nazies. Ayant grandi à Rio de Janeiro, elle a trouvé dans le théâtre une échappatoire aux difficultés et une voie qui est devenue sa vocation. Dans les années 1950, elle se produisait déjà sur scène, connue pour son énergie vive et son timing comique précis.
Son passage à la télévision a marqué le début d'une carrière qui a contribué à façonner le divertissement brésilien. Au fil des décennies, Loron est devenu un pilier de Rede Globo, où ses rôles dans des feuilletons et des émissions de comédie lui ont valu une grande renommée. Le public chérissait sa capacité à mélanger l'humour léger avec la chaleur, créant des personnages à la fois drôles et humains. Des générations ont grandi en la regardant, ce qui a fait d'elle une présence permanente dans les foyers brésiliens. Au-delà de sa carrière, elle incarnait la résilience. En tant qu'immigrante qui a surmonté la perte et l'incertitude, elle a construit un héritage de force et de persévérance admiré par ses collègues et ses fans. Le décès de Bertha Loron met fin à une ère de la culture brésilienne, mais le rire qu'elle a suscité et les histoires qu'elle a racontées resteront. Pour honorer sa vie, partagez votre réflexion dans les commentaires. Écrivez 98, son âge, ou publiez simplement RIP Bertha Loron pour dire adieu à une femme qui a rempli le Brésil de rire. Ron Dean, l'acteur né à Chicago dont la longue carrière a apporté de l'authenticité au second rôle au cinéma et à la télévision, est décédé le 5 octobre 2025. Il avait 78 ans. Dean était surtout connu pour ses interprétations de policiers et de personnages de la classe ouvrière, des rôles qui correspondaient à sa présence robuste et à son jeu naturel. Il est apparu dans une série de films bien connus, notamment Risky Business, 1983, The Breakfast Club, 1985, Le Fugitif, 1993, Le Client, 1984 et The Dark Knight, 2008. Bien qu'il ait souvent été choisi pour de petits rôles, son visage est devenu familier au public du monde entier et sa capacité à ancrer une histoire par des performances réalistes a fait de lui l'un des acteurs de soutien les plus fiables d'Hollywood. Né le 15 août 1947, Dean a grandi à Chicago, où il a passé la plus grande partie de sa vie. Avant de se lancer dans le métier d'acteur, il a servi dans l'armée américaine, un chapitre qui lui a donné de la discipline et du recul. Sa carrière a débuté au théâtre local, où il a jeté les bases de ce qui allait devenir des décennies de travail constant à la télévision et au cinéma. Connu pour sa modestie et son professionnalisme, Dean a évité de courir après la célébrité, préférant laisser son travail parler de lui-même. Ses amis et collègues se souviennent de lui comme d'une personne fiable, travailleuse et discrètement dévouée à son métier. Partagez vos réflexions ci-dessous. Commentez RIP Ron Dean ou tapez 78 pour rendre hommage à un artiste qui a apporté honnêteté et force à chaque rôle qu'il a joué. Arthur Jones, ancien plaqueur défensif de la NFL et pierre angulaire de la ligne des Baltimore Ravens, est décédé le 3 octobre 2025 à l'âge de 39 ans seulement. Recruté à l'université de Syracuse en 2010, Jones a rapidement prouvé sa valeur dans les tranchées. Avec les Ravens, il est devenu un contributeur régulier, connu pour sa force et sa discipline qui dépassaient souvent les statistiques. Sa saison déterminante a eu lieu en 2012, culminant avec la victoire des Ravens au Super Bowl X-Phileth, où son jeu sur le front défensif a été vital. Plus tard, il a rejoint les Indianapolis Colts, ajoutant une présence vétéran jusqu'à ce que des blessures écourtent sa carrière. Né à Rochester, dans l'État de New York, en 1986, Jones faisait partie d'une famille d'athlètes. Son frère cadet, Chandler, est devenu une star de la NFL, tandis que John est devenu l'un des combattants les plus célèbres de l'histoire de l'UFC. Après sa retraite, Arthur s'est concentré sur sa famille et sa communauté. On se souvient de lui comme d'une personne humble et accessible. Ses amis se souviennent de sa chaleur et de ses efforts pour encadrer de jeunes athlètes, leur enseignant que la discipline et la résilience comptent autant que le talent. Arthur Jones nous quitte bien trop tôt, mais son parcours témoigne de son dévouement et de sa persévérance. Son héritage perdurera dans l'histoire des Ravens, dans la fierté de sa famille et dans l'admiration de ses fans. Pour honorer sa mémoire, les supporters peuvent écrire RIP Arthur Jones ou publier le numéro 39, un salut discret à l'âge auquel il a quitté ce monde. Tony Harrison, dont on se souvient comme l'un des poètes, traducteurs et dramaturges les plus influents de Grande-Bretagne,
est décédé le 26 septembre 2025 à l'âge de 88 ans. Né à Leeds en 1937, la carrière de Harrison a débuté avec la publication de The Loiners en 1970. Un recueil qui a révélé son intelligence vive et sa sensibilité au rythme du langage courant. Des œuvres ultérieures, comme Continuous, 1981, l'ont encore établi comme un poète qui n'a pas peur d'affronter l'inégalité des classes, la division culturelle et les conflits politiques. Sa maîtrise de la structure formelle a donné du poids à des thèmes qui ont trouvé un écho bien au-delà de la page. Sur scène, Harrison s'est forgé une réputation avec des œuvres telles que The Trackers of Oxyrhynchus, 1990, et Fram, 2008, qui ont toutes deux élargi la portée du théâtre en vers. Ces traductions de l'Orestie et de Médée ont fait découvrir au public moderne la puissance émotionnelle brute de la tragédie grecque, renforçant ainsi sa réputation d'innovateur et d'interprète. Son film-poème V, 1987, a choqué et inspiré à parts égales, suscitant des critiques pour son langage, mais aussi des éloges pour son honnêteté. Pour beaucoup, il a confirmé Harrison comme un poète profondément engagé dans les luttes de son temps. Au cours de 6 décennies, l'œuvre de Harrison a touché la poésie, le théâtre et la télévision. Il laisse derrière lui un héritage non seulement de livres et de pièces de théâtre, mais aussi d'une voix qui n'a cessé de remettre en question et d'inspirer. Commentez 98, son âge, ou écrivez RIP Tony Harrison pour honorer un poète dont les mots continueront à résonner à travers les générations. Barbara Streisand, un nom qui brille plus que les lumières des chapiteaux, qui résonne à travers 6 décennies de musique, de cinéma et de théâtre, reste l'une des figures les plus rares de l'histoire du divertissement. C'est la voix qui a redéfini ce à quoi la puissance et la vulnérabilité pouvaient ressembler. Le visage qui a fait le lien entre Broadway et Hollywood est la seule artiste à avoir été en tête des hit-parades à chaque décennie depuis les années 1960. Pourtant, malgré tous les applaudissements, les Grammys et les rappels interminables, il y a toujours eu une autre mélodie derrière son succès. Une mélodie composée de pertes, de nostalgie et du silence d'une absence qui a façonné tout son être. Derrière le rire de la drôle de fille se cache une tristesse trop privée pour être mise en lumière. Une histoire qu'elle n'apprend à affronter qu'à 83 ans, le prix de l'amour non partagé et la douleur silencieuse du nombre d'enfances qui ne l'a jamais quittée. Avant de commencer, nous vous invitons à faire une pause et à réfléchir. Que représente Barbara Streisand pour vous? Lorsque vous entendez sa voix, ce mélange tremblant de défi et de tendresse. Où cela vous emmène-t-il? Évaluez-la non pas en chiffres, mais en sentiments. Comme une femme qui a vécu le cœur à vif, qui a tout donné à l'amour, à l'art et à la vérité. Parce que si l'amour est devenu son plus grand thème, c'était aussi sa plus profonde fin. Une fin qui a commencé bien avant la célébrité, bien avant que les projecteurs ne la trouvent. Au cours de l'été 1943, dans un petit appartement de Brooklyn, une tragédie s'est déroulée qui allait façonner le reste de sa vie. Barbara n'avait que 15 mois lorsque son père, Emanuel Streisand, s'est effondré à la suite d'une crise d'épilepsie et est décédé après une erreur médicale fatale. Une injection mal administrée était censée le sauver, mais elle l'a emporté à jamais. Elle n'a jamais entendu son rire, jamais senti ses bras autour d'elle, jamais vu son visage. Des années plus tard, elle avouera avec une honnêteté bouleversante. Il n'y a jamais eu de photo de mon père dans la maison. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Sa mémoire a été réduite à quelques livres poussiéreux, reliés avec de la ficelle et cachés dans un coin du sous-sol. Les seuls vestiges d'un homme effacé trop tôt. Sa mère, Diana, brisée par le chagrin et laissée seule pour élever une fille, ne pouvait pas donner la tendresse dont Barbara avait envie. Leur maison, bien que remplie de sons, manquait de chaleur. La jeune fille, qui un jour remplirait les salles de concert, a grandi dans un silence émotionnel. Un silence qui allait plus tard alimenter son art et sa recherche incessante de la perfection.
Les applaudissements qu'elle recherchait sur scène sont devenus en vérité un écho d'un amour qu'elle avait manqué dans son enfance. C'est l'ouverture inédite de Barbara Streisand, pas la légende en diamant et sous les projecteurs, mais la fille sous la lumière. Celle qui a chanté pour combler le vide, qui a transformé la douleur en mélodie, et qui a passé sa vie à transformer la perte en quelque chose que le monde pouvait ressentir. Son parcours n'est pas simplement un parcours de célébrité, mais un parcours de survie. Un témoignage de la capacité du cœur humain à transformer le chagrin en art. En 1949, alors que Barbara n'avait que 7 ans, son monde a de nouveau changé en douceur. Sa mère, Diana, s'est remariée, mais n'a rien dit. Un jour, un homme nommé Louis Kind est simplement apparu dans leur petit appartement de Brooklyn et a été présenté, non pas par une cérémonie ou de l'affection, mais par l'absence de choix. Il n'était pas la figure paternelle qu'elle avait imaginée. Il était distant, vif et impossible à satisfaire. Pour une fille qui aspirait encore à la chaleur, cette nouvelle présence n'a apporté que de la froideur. Barbara a essayé de toutes les manières possibles pour une enfant, en allant chercher ses pantoufles, en baissant la voix, en l'appelant papa, en espérant un mot, un regard, un sourire, mais rien n'est venu. Des décennies plus tard, elle en parlera avec une franchise bouleversante. Est-ce qu'il m'aimait bien ? Non, pas du tout. La vie à l'intérieur de cet appartement exigu était plus qu'étroite. Elle était étouffante. La famille partageait une seule pièce, ce qui ne laissait à Barbara aucun coin à elle, aucune porte à fermer contre le bruit de la déception. Il n'y avait pas de salon, pas d'espace pour rêver, pas d'endroit où appartenir. Pendant 16 ans, elle a vécu ainsi, dans l'air partagé, le silence partagé et le chagrin partagé. Jusqu'en 1958, lorsqu'à 16 ans, elle a enfin fermé la porte d'une chambre derrière elle pour la première fois. Imaginez ça. 16 ans avant de savoir ce que signifie l'intimité. C'est peut-être pourquoi, plus tard dans sa vie, elle est devenue si attachée à la beauté, aux maisons élégantes et aux jardins paisibles. Chaque manoir qu'elle a construit, chaque pièce calme remplie de fleurs était plus qu'une décoration. C'était une rédemption, une maison pour la petite fille qui n'en avait jamais vraiment eu. Ce qui a rendu cette enfance encore plus difficile, ce n'est pas la pauvreté, mais la piqûre constante des mots de sa mère. Diana, piégée dans son amertume, voyait en Barbara non pas une promesse, mais un défi. Elle a dit à sa fille qu'elle n'était pas assez jolie pour être une star, que son nez était trop gros, sa voix trop bizarre. Au lieu de berceuse, elle offrait des critiques. Au lieu de réconfort, elle offrait des comparaisons. Barbara avouera plus tard, elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait ou qu'elle était fière. Et pourtant, au sein de ce rejet, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se former. Une force tranquille, une rébellion cachée. Chaque mot cruel est devenu un carburant. Chaque doute, une étincelle. Là où l'amour était refusé, l'ambition a pris racine. La voix que sa mère a raillée est devenue son bouclier, son arme, son miracle. Ses premières blessures ne se sont jamais cicatrisées. Elles ont simplement évolué. Elles l'ont suivi dans le monde, dans sa célébrité, dans chaque relation qui a essayé et échoué à combler le vide. Lorsqu'elle a épousé Elliot Gould, elle aspirait à l'amour inconditionnel qu'elle n'avait jamais connu. Mais les fantômes de son enfance planaient toujours, les échos de pièces trop petites, d'affections jamais exprimées. Même après avoir conquis le monde, se tenant sur de grandes scènes drapées de soie, serrant des statues dorées tandis que les foules se levaient, elle portait en elle cette même fille de Brooklyn, tendre, prudente, cherchant à jamais la chaleur qui lui avait été refusée. Si Barbara Streisand aspirait à l'amour avec une telle férocité, c'est parce qu'elle avait passé toute sa vie à apprendre à exister sans lui. L'enfance lui avait appris à survivre au rejet, à se construire à partir du silence. Et lorsque le monde a douté d'elle, lorsque les critiques se sont moqués de son apparence, de son son, de sa différence, elle a fait ce qu'elle avait toujours fait. Elle a transformé la douleur en puissance. Si son enfance lui a appris à endurer sans amour,
Alors l'aube de sa carrière lui apprendrait quelque chose d'encore plus difficile: comment prospérer sans approbation. Son histoire n'est pas une histoire de pitié, mais de résilience. La fille qui a grandi sans avoir sa propre chambre a construit un monde qui un jour lui appartiendrait entièrement. D'un seul appartement étouffant aux plus grandes scènes du monde, Barbara Streisand a transformé chaque blessure en musique, chaque silence en chanson, prouvant que parfois la solitude la plus profonde peut devenir la voix la plus forte de toutes. Durant l'été étouffant de 1958, une jeune fille de 16 ans, nommée Barbara Streisand, est sortie d'un appartement étroit de Brooklyn qui n'avait jamais été un foyer et a pris le métro en direction de Manhattan. Elle ne portait pas de bagages de luxe, seulement une valise d'occasion et une croyance défiante que sa voix, celle que tout le monde qualifiait d'étrange, pourrait un jour la sauver. Il n'y a pas eu d'adieu à la porte, pas d'étreinte d'une mère fière, pas de bonne chance chuchotée, seulement le silence. Et derrière lui, l'écho de chaque mot qui avait essayé de la maintenir petite. Tu n'es pas assez jolie, ton nez est trop gros, tu n'y arriveras jamais. La plupart des filles seraient restées. Barbara s'est enfuie, non pas de Brooklyn, mais vers elle-même. Manhattan n'était pas tendre avec les rêveurs. Les lumières de la ville scintillaient comme des promesses, mais les rues en contrebas étaient impitoyables. Barbara a loué des chambres si minuscules qu'elle pouvait tendre les bras et toucher les deux murs. En hiver, les radiateurs cliquetaient d'épuisement, la laissant dormir dans son manteau, son souffle embuant les fenêtres fissurées. Le dîner se résumait parfois à une tasse de thé ou à un demi-bagel, des repas qui remplissaient juste assez l'estomac pour maintenir le rêve en vie. Elle passait des auditions le jour et étudiait les visages la nuit, se demandant ce que signifiait vraiment la beauté, quand la sienne ne semblait jamais être à la hauteur. Maintes et maintes fois, elle a chanté à cœur joie, brute, tremblante, parfaite, et on lui a dit non, non pas par manque de talent, mais pour le crime de ne pas correspondre à un moule. Un directeur de casting, après l'avoir entendue chanter comme si elle confessait un secret, a simplement dit « Vous n'avez pas le visage pour ça ». C'était de la cruauté déguisée en professionnalisme. Beaucoup auraient capitulé à ce moment-là. Elle aurait pu écouter le vieux refrain de sa mère « Fais refaire ton nez, adoucisse ta voix, blend in ». Mais Barbara a refusé. « Je ne voulais pas me changer », dira-t-elle plus tard. « Si j'allais échouer, je voulais échouer en étant moi-même. » Ce défi, imprudent pour les étrangers, est devenu son bouclier. Chaque rejet a brûlé dans sa détermination. Chaque humiliation a creusé une faim plus profonde. Elle a commencé à comprendre que ce que le monde appelait des défauts étaient en vérité ses signatures, sa preuve d'authenticité dans une industrie construite sur l'imitation. Pourtant, les nuits étaient brutales. À 17 ans, après une autre audition ratée, elle était assise seule dans un lit étroit sur la 48e rue, serrant un oreiller fin comme s'il pouvait contenir la forme de son rêve. Dehors, New York brillait. Les juments de Broadway, les clubs de jazz, les applaudissements pour des noms qui n'étaient pas les siens. À l'intérieur, elle se sentait invisible, juste une fille avec une voix que personne ne voulait et un visage que personne ne comprenait. Mais quelque part entre la faim et le chagrin d'amour, elle s'est fait une promesse silencieuse. S'il n'ouvre pas la porte, je vais construire ma propre scène. Et puis le plus petit des miracles a commencé. En 1960, à 18 ans, elle s'est retrouvée dans un petit club enfumé de Greenwich Village, où des artistes et des marginaux se réunissaient pour faire quelque chose à partir de rien. Elle portait des robes cousues à partir de tissus de friperie, ses cheveux sauvages, sa confiance tremblante mais intacte. Lorsqu'elle a ouvert la bouche pour chanter, le temps a semblé s'arrêter. Le public s'est penché en avant, attiré non pas par la perfection, mais par l'honnêteté. Sa voix, cette voix inhabituelle, douloureuse, indubitable, a rempli la pièce comme une lumière s'infiltrant sous une porte verrouillée. Pour la première fois, les gens n'ont pas détourné le regard. Ils ont chuchoté son nom. Ils sont revenus la nuit suivante et la nuit d'après.
Ce qui avait été qualifié d'étrange sonnait désormais comme révolutionnaire, une voix qui osait être entièrement et sans vergogne elle-même. Cet été a marqué le début de tout. La fille à qui on avait dit qu'elle n'était pas assez bien est devenue la femme qui allait redéfinir ce que signifiait être assez bien. Dans chaque chanson qu'elle a chantée par la suite, dans chaque note tremblante qui a dépassé les attentes, vivait le fantôme de cette jeune fille de 16 ans qui entrait à Manhattan avec rien d'autre que son courage et une voix trop puissante pour être réduite au silence. Elle n'avait pas seulement survécu au rejet, elle l'avait transformé. Et à partir de ce moment, le monde, celui qui lui avait dit non, n'a jamais cessé d'écouter. En 1962, à seulement 19 ans, elle a décroché son rôle décisif dans I Can Get It For You Wholesale. La fille à qui on avait dit qu'elle était trop étrange était soudainement la fille que Broadway ne pouvait pas quitter des yeux. Mais le triomphe avait ses propres ombres. À chaque ovation s'ajoutait une nouvelle blessure, les critiques ricanant qu'elle était un coup de chance, les collègues chuchotant qu'elle n'avait pas sa place, la piqûre de l'envie et les barbelés des commérages coupaient aussi fortement que les rejets d'autrefois. Elle vivait avec la peur que tout puisse disparaître aussi vite que c'était venu. Pourtant, à travers chaque coup, Barbara s'accrochait aux choses même qu'on lui avait dit de cacher. La voix qui était trop étrange, le visage trop imparfait, la volonté trop têtue. Ils ne sont pas devenus sa honte, mais sa couronne. Et même lorsque les applaudissements sont devenus assourdissants, ils n'ont jamais réduit au silence l'écho qu'elle portait depuis ses jeunes années. Le souvenir d'une jeune fille dans une chambre froide de Manhattan pleurant seule, osant croire que le monde pourrait enfin la voir. Au sommet de sa carrière, Barbara Streisand semblait intouchable. La fille autrefois ridiculisée pour son apparence avait grimpé au sommet de la culture américaine. Broadway, Hollywood et les palmarès musicaux gisaient tous à ses pieds. Mais l'histoire de la façon dont elle a atteint ce sommet était aussi dramatique que n'importe quel rôle qu'elle ait jamais joué. En 1962, à seulement 19 ans, elle est montée sur la scène de Broadway dans I Can Get It For You Wholesale. Son rôle était petit, mais sa présence était volcanique. Le public ne pouvait pas détourner le regard, et les critiques ont chuchoté qu'une nouvelle étoile était arrivée. 2 ans plus tard, en 1964, elle est devenue le visage de Funny Girl à Broadway, transformant Fanny Brice en un reflet de sa propre vie. L'étrangère maladroite et sous-estimée qui a triomphé grâce au seul talent. En 1968, lorsqu'elle est montée sur scène à 26 ans, serrant l'Oscar de l'adaptation cinématographique, Barbara n'était plus la jeune fille timide de Brooklyn. Elle était une femme qui avait redéfini ce que signifiait être une star. Pourtant, même dans ce moment éblouissant, elle a admis plus tard « Je me sentais plus piégée que libre ». Parce que lorsque vous gagnez si jeune, il ne reste plus qu'une seule façon de descendre. Et pourtant, cette victoire portait son propre poison. Gagner un Oscar à 26 ans aurait dû être une pure gloire. Mais au lieu de cela, elle l'a placée sur un piédestal si haut qu'elle craignait que tout faux pas ne la fasse s'écraser. À partir de cette nuit, chaque chanson, chaque performance, chaque rôle devait être parfait. Elle est devenue son propre juge le plus sévère, obsédée par les détails, les angles de caméra, l'éclairage, les costumes, la mise en scène, jusqu'à ce que l'épuisement remplace la joie. « Je ne pouvais pas me contenter de chanter », a-t-elle avoué des années plus tard. « Je devais tout contrôler parce que si ce n'était pas bien, j'avais l'impression d'échouer. » La perfection était sa couronne, mais aussi sa malédiction. La presse, loin de célébrer son génie, tournoyait comme des loups. Dans les années 1970, alors qu'elle brisait les records du box-office et collectionnait les Grammy, les tabloïds la dépeignaient comme difficile, exigeante, impossible. Les comédiens se moquèrent de son nez. Les chroniqueurs ricanaient de son ambition. Pour le monde, elle était une déesse. Mais pour les médias, elle était une punchline. Pour une femme qui avait grandi en ayant soif d'affection, chaque mot cruel coupait plus profondément que les applaudissements ne pourraient jamais guérir. « Les gens voient le glamour », a-t-elle dit en y repensant. « Mais ils ne connaissent pas la douleur.
Ils ne savent pas à quel point les mots peuvent blesser plus que le silence. La cicatrice la plus profonde de toutes est survenue en 1967, un an avant son triomphe aux Oscars devant plus de 130 000 personnes à Central Park. Elle a oublié les paroles au milieu de sa performance. L'humiliation était insupportable. Bien que sa voix se soit envolée aussi magnifiquement que jamais, sa confiance s'est brisée ce soir-là. Elle a décrit le moment avec une honnêteté brute. Je me souviens m'être tenu là, figé. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas chanter. La peur est restée avec moi. Le résultat a été dévastateur. Pendant près de 3 décennies, l'une des plus grandes chanteuses du XXe siècle a évité les concerts en direct. Imaginez ça. L'artiste dont la voix pouvait remplir des stades se cachant de la scène même qui l'avait révélée. Ce n'est qu'en 1995, à l'âge de 52 ans, qu'elle a osé revenir, tremblant en se présentant devant un public en direct après 27 ans de silence. Même ses victoires les plus audacieuses portaient une agonie cachée. En 1983, elle a réalisé, coécrit et joué dans Yentl, devenant l'une des premières femmes à Hollywood à exercer un tel pouvoir. Bien que les critiques aient loué le film, le contre-coup a été impitoyable. Des collègues masculins l'ont rejetée comme étant trop ambitieuse, trop contrôlante, trop arrogante. Là où les hommes étaient salués comme des visionnaires, Barbara était condamnée comme une tyran. Je n'essayais pas d'être puissante, s'est-elle souvenue. J'essayais juste de raconter l'histoire telle qu'elle vivait en moi. Le double standard était cruel et les blessures qu'il a laissées ne se sont jamais complètement estompées. Toujours, le succès lui-même est devenu un fardeau. Elle est la seule artiste à avoir été en tête des palmarès à chaque décennie depuis les années 1960. Mais à chaque album venait la même crainte. Serait-ce l'album qui briserait la chaîne? Le temps lui volerait-il enfin son trône? Chaque triomphe portait une ombre, un murmure de doute qu'elle ne pouvait jamais réduire au silence. Ainsi, alors que le monde voyait des robes, des Grammys et des Oscars, Barbara ressentait quelque chose de beaucoup plus fragile, la solitude d'être incomprise, la course étouffante à la perfection, la douleur de blessures jamais vues. Elle se tenait dans la lumière la plus vive que Hollywood pouvait offrir, mais portait des ombres que la gloire ne pourrait jamais effacer. C'est le paradoxe de Barbara Streisand à son apogée. La gloire entrelacée avec le tourment, le triomphe mêlé à la peur. Elle était la star qui a conquis le monde, mais n'a jamais apaisé l'écho du doute à l'intérieur. Et c'est peut-être pourquoi son histoire persiste encore dans nos cœurs. Parce que même au sommet, l'air peut être mince, le silence assourdissant et la couronne incroyablement lourde. Mais les plus grandes batailles n'ont jamais été menées sous les projecteurs. Elles ont été menées dans les espaces calmes de l'amour, où le triomphe était beaucoup plus difficile à remporter. Et pour Barbara Streisand, ce champ de bataille était nulle part plus vif que dans son mariage avec l'acteur Elliott Gould. Un amour qui a commencé avec un dévouement vertigineux s'est transformé en un royaume fragile d'intimité et d'ambition et a finalement éclaté sous le poids de la gloire, la laissant avec des blessures que même les applaudissements ne pouvaient pas guérir. Ils se sont rencontrés au début des années 1960, alors qu'ils gravissaient tous les deux les échelons incertains du théâtre. Elliott avait un charme original, un air juvénile, irrévérencieux, peu disposé à être ébloui par la voix volcanique de Barbara ou sa beauté non conventionnelle. Cette stabilité sans prétention la désarmait. Elliott a été le premier homme à vraiment me voir, a-t-elle dit plus tard. Pour une fille qui avait grandi sans père, assoiffée d'affection, son attention ressemblait à de l'oxygène. En mars 1963, à seulement 21 ans, Barbara l'a épousé discrètement, sans spectacle. Ses amis ont trouvé cela imprudent. Elle a appelé cela la survie. Leur premier jour était intime et ordinaire. De petits appartements new-yorkais remplis de meubles d'occasion, des cartons de plats à emporter en équilibre sur les genoux, des répétitions tardives se terminant dans le rire. Pour la première fois de sa vie, Barbara a goûté à l'appartenance,
non pas à un public, mais à une personne. Mais l'appartenance s'est avérée fragile. En 1964, Barbara avait explosé en tant que star avec Funny Girl à Broadway. Elliot, lui-même un acteur talentueux, a vu sa carrière éclipsée par la sienne. À mesure que son emploi du temps devenait accablant, la tension à la maison augmentait également. En 1966, lorsque leur fils Jason est né, le fossé entre leurs mondes s'élargissait. Barbara adorait son bébé, mais elle était également consumée par les contrats de films, les séances d'enregistrement et les tournées incessantes. Elliot aspirait à une femme qui puisse rester immobile. Barbara craignait que l'immobilité ne tue son rêve. « J'étais partagée en deux », a-t-elle admis plus tard. « Je voulais être mère, mais j'avais peur que si j'arrêtais de chanter, tout ce que j'avais construit ne disparaisse. » Même la joie s'accompagnait d'une fracture. La chambre d'enfant résonnait des cris de Jason pendant que Barbara était sur le plateau et Elliot, berçant le bébé à 3 heures du matin, se demandait s'il ne perdait pas sa femme au profit du monde. À mesure que la fin des années 1960 se fondait dans le début des années 1970, la tension s'est calcifiée en distance. Elliot en voulait à l'ombre de la gloire de Barbara. Barbara a reculé devant son ressentiment, convaincue que c'était le prix de son ambition. Ils ont essayé. Des escapades de week-end, des promesses de plus de temps, de longues lettres glissées sous les portes. Mais le silence revenait toujours en rampant. Au moment où elle se tenait serrant son Oscar en 1968, elle était déjà en train de perdre son mariage. Le public voyait une jeune femme radieuse couronnée reine d'Hollywood. Derrière les portes closes, elle et Elliot se disputaient à propos des dîners manqués, de qui coucherait Jason, de la façon de respirer dans une vie si déséquilibrée. En 1971, le mariage s'est effondré. Barbara n'avait que 29 ans. Pour les tabloïds, c'était à un autre divorce de célébrité. Pour elle, cela ressemblait à un enterrement. C'était comme une mort, a-t-elle avoué. Elle était entrée dans cette union désespérée, de prouver que l'amour pouvait guérir les blessures d'enfance et en est repartie avec la douleur de savoir que l'amour seul n'était jamais suffisant. Pourtant, de l'épave est venu son salut. Jason, la maternité est devenue le rôle qu'elle a refusé d'abandonner. Elle l'a protégé aussi férocement qu'elle avait autrefois protégé son propre cœur, déterminée à lui donner ce qui lui avait été refusé, l'amour inconditionnel. Lorsque Jason a révélé son homosexualité dans les années 1990, Barbara a fait ce que peu de gens à Hollywood osaient faire à l'époque. Elle s'est tenue à ses côtés publiquement et fièrement. Elle est devenue une championne des droits LGBTQ+, finançant des groupes de défense des droits, s'exprimant dans des interviews, défiant une industrie qui préférait souvent le silence. « Mon fils m'a enseigné le courage », a-t-elle réfléchi plus tard. Il m'a donné la chance d'aimer sans condition, sans peur. Dans l'honnêteté de Jason, elle a trouvé un miroir pour sa propre exigence d'authenticité tout au long de sa vie. Quelles que soient les cicatrices que son mariage a laissées, la maternité les a transformées en une compassion féroce qu'elle a portée pour le reste de sa vie. Des décennies plus tard, lorsque la question d'Elliot a été soulevée dans des interviews, Barbara ne l'a jamais rejeté avec amertume. Au lieu de cela, elle s'est souvenue de lui avec une gratitude poignante. « Il a été mon premier grand amour », a-t-elle simplement dit. Cela ne disparaît jamais vraiment. Malgré toutes leurs différences, Elliot lui avait donné quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, la permission d'être elle-même, sans phare, sans masque, bien avant que le monde ne l'accepte. Leur mariage était imparfait, parfois insupportable. Mais il a aussi été formateur. C'est le creuset où elle a appris comment l'ambition pouvait se heurter à l'intimité, comment la gloire pouvait étouffer le dévouement, comment le cœur pouvait se briser et continuer à battre. Et ainsi, le mariage de Barbara Streisand et d'Elliot Gould perdure dans son histoire non pas comme un échec, mais comme le chapitre le plus dramatique de sa vie privée. C'était l'amour qui promettait le salut, l'amour qui lui a enseigné la perte, et l'amour qui lui a donné un fils qui finirait par devenir sa plus grande source de fierté. Pour Barbara, la scène
n'a jamais été le lieu où les batailles les plus féroces ont été menées. Elles ont été menées dans les coins fragiles et non éclairés de son lit conjugal, dans les silences entre les portes claquées, dans les berceuses chantées à un enfant qu'elle ne pouvait pas toujours border elle-même. Les applaudissements à l'extérieur n'ont jamais apaisé la douleur à l'intérieur. Mais dans cette douleur, elle a découvert la vérité qui l'a définie. Même la plus grande star ne pouvait pas échapper au chagrin d'amour, mais elle pouvait le transformer en quelque chose de durable. C'était le paradoxe du premier mariage de Barbara Streisand, un amour qui lui a donné tout ce qu'elle voulait, puis l'a brisé d'une manière qu'elle n'a jamais oubliée. Pourtant, il a laissé derrière lui le seul cadeau qu'aucun projecteur ne pourrait jamais atténuer. Jason était la preuve que même lorsque l'amour s'effondre, son héritage peut encore briller. La fin de son mariage avec Elliott Gould avait déjà montré à Barbara comment l'amour pouvait s'effondrer sous le poids incessant de la gloire. Pourtant, comme pour compliquer davantage le portrait de sa vie privée, un autre chapitre a émergé, non pas de dévouement durable, mais de tentation, de scandale et de passion chuchotée. Sa liaison présumée avec Omar Sharif pendant Funny Girl est devenue l'un des épisodes les plus commentés de sa première gloire. C'était en 1968 et l'étoile de Barbara n'avait jamais brillé autant. À l'écran dans le rôle de Fanny Brice, elle s'est disputée et a brillé aux côtés d'Omar, la légende magnétique de l'écran dont le charme semblait égaler son intensité. Leur chimie était électrique, impossible à contenir dans les limites du scénario et de la caméra. Chaque regard, chaque rire partagé portait la charge de quelque chose d'improvisé, de quelque chose de réel. Pour le public, c'était une magie éblouissante. Pour ceux qui étaient derrière le rideau, cela ressemblait dangereusement à la vérité qui se répandait là où la fiction était censée rester. Le timing n'aurait pas pu être plus précaire. Fraîchement sortie d'un mariage raté et propulsée au rang de superstar mondiale, Barbara s'est retrouvée prise entre l'extase d'une nouvelle attention et la cruauté de l'examen public. Les tabloïds se sont régalés des rumeurs, amplifiant chaque murmure en gros titres. Ce qui aurait dû être son triomphe de couronnement, un film qui l'a cimenté comme une membre de la royauté hollywoodienne, a été soudainement éclipsé par des insinuations d'inconduite. Cela l'a présenté non seulement comme une star, mais comme un scandale. Pour Barbara, qui avait construit toute sa vie en refusant de se cacher de son nez, de sa voix, de son ambition, l'étincelle avec Omar était moins une question de romance que d'honnêteté. Elle ne l'a jamais nié, n'a jamais essayé de réécrire ce qui était clair pour tous. Des années plus tard, elle a reconnu la chimie avec une sorte de franchise impénitente, comme pour dire « fugace ou non, le désir mérite d'être rappelé ». Au final, Omar est retourné dans son monde et Barbara a continué dans le sien. La liaison, si c'en était une, s'est éteinte aussi vite qu'elle s'était allumée. Mais l'épisode a laissé sa propre cicatrice. Un rappel que même à son plus intouchable, elle était toujours une femme vulnérable au désir, au risque et au genre de passion dangereuse qui peut brûler le plus fort lorsqu'elle ne peut pas durer. Au milieu des années 1970, Barbara Streisand avait déjà enduré l'effondrement d'un mariage et la piqûre d'un scandale. Ce qu'elle n'avait pas encore connu, c'était un amour qui parlait à son esprit autant qu'à son cœur. Cette possibilité est apparue dans l'endroit le plus inattendu, à travers Pierre Elliott Trudeau, le Premier ministre du Canada, magnétique et farouchement intellectuel. Leur monde n'aurait pas pu être plus éloigné. Elle était l'artiste qui exposait son âme à travers la chanson. Il était l'homme d'État, formé pour masquer ses sentiments derrière la discipline et la diplomatie. Pourtant, lorsqu'ils se sont rencontrés, une étincelle a vacillé. Une étincelle qui n'avait rien à voir avec la gloire ou la politique. Trudeau ne ressemblait à personne que Barbara avait jamais rencontré. Silencieusement confiant, réfléchi, même mystérieux. Il ne la regardait pas comme une icône à louer ou à envier, mais comme une femme qui méritait d'être écoutée, un esprit avec lequel valait la peine de se mesurer. Il m'a fait sentir vue d'une manière que les applaudissements n'ont jamais faite, a-t-elle admis plus tard pour quelqu'un qui avait grandi en aspirant non pas à l'adoration, mais à la compréhension.
Cette reconnaissance était enivrante. Leur connexion s'est déroulée presque en chuchotement, des dîners privés, des conversations s'étirant tard dans la nuit, des lettres échangées entre des horaires auxquels aucun des deux ne pouvait échapper. Ils ont parlé non seulement d'art et de livres, mais aussi des fardeaux du pouvoir. Le sien au gouvernement, le sien dans la culture. Des amis qui les ont aperçus se sont souvenus de la façon dont son rire désarmait son austérité, comment son calme mesuré stabilisait son intensité agitée. Pour Barbara, c'était un aperçu de l'amour sans performance. Pas de projecteur, pas de masque, seulement l'honnêteté fragile de deux personnes attirées l'une vers l'autre par le respect et la curiosité. Et pourtant, la gravité même qui rendait leur lien profond était aussi ce qui le rendait éphémère. Trudeau était lié à sa nation. Barbara était liée à sa scène. Aucun des deux ne pouvait abandonner la vie qu'il avait tant lutté pour construire. Et ainsi, la romance est restée en suspens. Trop réelle pour être rejetée, trop fragile pour durer. Des années plus tard, Barbara a parlé de lui sans amertume, seulement avec une admiration mélancolique. Ce qui persistait n'était pas le chagrin d'amour, mais la douleur d'une histoire inachevée. Un rappel que parfois les plus grands amours ne sont pas ceux qui brûlent avec éclat et se brisent, mais ceux qui s'estompent avant même d'avoir eu la chance de s'effondrer. Si son temps avec Pierre Trudeau avait révélé l'élégance tranquille d'un lien intellectuel, sa passade avec Don Johnson dans les années 1980 a montré le contraire. C'était une romance construite non pas sur la profondeur, mais sur l'éblouissement, le spectacle hollywoodien à son plus enivrant et à son plus éphémère. Pour Barbara, c'était un autre chapitre d'une vie où l'amour et la gloire étaient à jamais entrelacés, magnifique, aveuglant et toujours juste hors de portée. Dans les années 1980, Barbara Streisand était déjà une star depuis 2 décennies. Son nom était synonyme d'excellence et d'endurance, mais même les icônes cèdent parfois à l'attrait du glamour. Et dans cette décennie scintillante, le glamour avait un nom, Don Johnson. Il était tout ce que la machine à rêve d'Hollywood adorait. Beau, charmant, à l'aube de la superstar, alors que Miami Vice l'a transformé en un nom familier. Pour le public, ils étaient éblouissants. Elle, la reine établie de la scène et de l'écran. Lui, le jeune tombeur de ces dames au bronzage doré et au sourire voyou. Les caméras les adoraient. Et pendant un bref instant enivrant, Barbara s'est autorisée à être emportée par le spectacle. Leur romance était le fantasme d'un rédacteur en chef de tabloïd. 2 étoiles de monde différents se heurtant dans un déluge de flash. Tapis rouge, première, observation tardive. Partout où ils allaient, la fascination suivait. Pour Barbara, qui avait longtemps lutté contre le fardeau d'être incomprise, l'attention était presque libératrice. Avec Don, il n'y avait pas de duel intellectuel lourd, pas d'enjeu politique, seulement du charme, des rires et l'enivrement enivrant de la jeunesse. Mais ce qui scintillait dans les titres ne parvenait souvent pas à se maintenir en privé. Sous le vernis, il y avait peu de choses pour les ancrer au-delà du frisson du moment. Ils s'épanouissaient dans la ruée vers la célébrité. Elle aspirait à une profondeur qui durerait plus longtemps que les projecteurs. Cela s'est terminé aussi rapidement que cela a commencé, non pas avec amertume, mais avec inévitabilité. Leurs mondes ne se sont jamais vraiment chevauchés, et leur lien était plus une performance qu'une permanence. En y repensant, Barbara a traité cette liaison non pas comme un échec, mais comme un rappel. Toutes les connexions ne sont pas destinées à durer. Certains amours n'existent que pour éblouir brièvement, comme des feux d'artifice au-dessus d'une nuit d'été, brillants, bruyants, inoubliables dans leur éclair, mais disparus avant que la fumée ne se dissipe. Si Don Johnson avait été l'éblouissement éphémère du glamour hollywoodien, alors André Agassi était quelque chose de beaucoup plus audacieux, une tempête de feu de jeunesse et d'audace qui est entrée en collision avec Barbara Streisand de la manière la plus inattendue. Dans les années 1990, Barbara n'avait plus rien à prouver au monde. Elle avait conquis Broadway, Hollywood et les charts.
Elle avait survécu au scandale et au chagrin d'amour. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, cependant, était de se retrouver au centre de l'une des romances les plus improbables de la décennie. Entrait André Agassi, le prodige du tennis effronté et magnétique, de 28 ans son cadet, qui portait l'énergie brute de la jeunesse et l'aura d'une icône mondiale du sport. Leur couple a défié toutes les conventions. Elle avait la cinquantaine, une légende de la scène et de l'écran. Il avait la vingtaine et écrivait encore les premiers chapitres de son histoire. Pour les tabloïds, c'était des commérages irrésistibles. Pour Barbara, c'était quelque chose de complètement différent, une chance d'aimer avec audace sans s'excuser. Leur lien n'était pas une question d'âge ou de carrière correspondant, mais de l'étincelle inattendue de reconnaissance entre deux personnes de mondes très différents. Agassi, dont la vie avait été définie par la compétition, a avoué être hypnotisé par le talent artistique, la profondeur et le refus de Barbara d'être autre chose qu'authentique. Barbara, à son tour, a été captivée par son admiration sans réserve, par la façon dont il ne la regardait pas comme une icône, mais comme une femme digne de désir. Pendant une brève période, leur romance a été enivrante. Des appels téléphoniques tardifs, des moments volés en public qui ressemblaient à des rébellions privées. Le frisson de savoir que le monde regardait, tout en refusant de s'en soucier. Mais comme un match joué sous trop de chaleur, l'intensité ne pouvait pas durer. Les pressions de la célébrité, les différences d'âge et de rythme les ont finalement séparés. Pourtant, cette liaison a laissé à Barbara quelque chose de précieux, la preuve que la vulnérabilité n'est pas limitée par le temps, que la passion pouvait encore la trouver même lorsque le monde pensait qu'elle l'avait dépassée. Aimer André Agassi ne lui a pas donné de permanence, mais cela lui a donné du courage. Le courage d'embrasser le désir sans honte et de lâcher prise avec grâce. Au milieu des années 1990, Barbara Streisand avait vécu suffisamment de triomphes et de chagrins d'amour pour remplir plusieurs vies. Elle avait conquis Broadway, Hollywood et le monde de la musique. Elle avait surmonté un mariage qui s'était effondré sous la pression de l'ambition, enduré des scandales qui avaient assombri ses plus brillantes victoires et risqué son cœur dans des romances qui s'étaient évanouies trop tôt. L'amour, malgré toutes ses promesses, avait toujours semblé insaisissable, soit trop fragile pour durer, soit trop enchevêtré dans les feux de la rampe. Pourtant, en 1996, alors qu'elle avait 54 ans, le destin lui a offert quelque chose de complètement différent. Pas un autre tourbillon, mais une révélation silencieuse. Cette révélation était James Brolin. Leur rencontre a été arrangée par des amis qui pensaient que les deux pourraient apprécier la compagnie de l'autre. Aucun des deux ne s'attendait à des étincelles. James, un acteur grand et robuste surtout connu pour ses rôles dans des drames télévisés et des films, avait déjà été marié 2 fois. Barbara, sur ses gardes après des années d'examen public, avait peu de patience pour les bavardages. Et pourtant, dès la première soirée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Barbara a taquiné James à propos de sa coupe de cheveux. Il avait récemment coupé ses cheveux plus courts que d'habitude et elle a fait remarquer en plaisantant qu'il avait l'air presque chauve. Au lieu de se hérisser, James a éclaté de rire. Ce rire a brisé la glace. Pour une femme qui en avait assez des hommes intimidés par son esprit, sa renommée ou sa franchise, son humour facile était désarmant. Il n'était pas ébloui par Barbara Streisand, la légende. Il était charmé par Barbara la femme. Leur cour a été rafraîchissante, ordinaire, voire discrète. Ils sont allés à des dîners sans entrées orchestrées, ont passé des soirées à parler d'art, de famille et des rythmes de la vie quotidienne. Tous deux portaient la sagesse et les cicatrices de mariages antérieurs, et tous deux savaient ce qu'ils ne voulaient plus. Du drame, des faux semblants ou de la compétition. James admirait l'intensité de Barbara sans essayer de la dompter. Et Barbara a trouvé en James une constance qu'elle n'avait jamais connue. « Il m'entend », a-t-elle dit plus tard. « Pas seulement ma voix, mais moi. » C'était une admission frappante de la part d'une femme qui avait passé des décennies à se battre pour être vraiment vue. 2 ans plus tard, le 1er juillet 1998, ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée dans le domaine de Barbara à Malibu. La célébration était intime et sincère.
un rassemblement de familles, d'amis proches, de roses épanouies dans le jardin et de musique remplissant l'air. Barbara portait une robe d'Ona scintillante, rayonnante, non pas à la manière d'une star, mais à la manière d'une femme qui avait enfin trouvé un foyer. Les vœux de James étaient simples, mais profondément ressentis. Pour une fois, les titres qui ont suivi n'étaient ni scandaleux ni moqueurs. Ils étaient joyeux. Après des années de tumulte, Barbara Streisand avait trouvé non seulement l'amour, mais aussi la stabilité. Les années qui ont suivi ont prouvé la force de ce lien. Contrairement aux romances passées qui avaient été étalées dans les tabloïds ou tendues par des ambitions concurrentes, son mariage avec James était remarquablement privé. Il ne cherchait pas les projecteurs. Au lieu de cela, ils ont construit une vie enracinée dans les joies ordinaires. Les cafés du matin partagés à la table de la cuisine. Des promenades le long des falaises de Malibu avec leurs chiens. Le jardinage dans les rosiers. Des soirées passées à regarder des films plutôt qu'à assister à des premières. Pour le monde, Barbara était toujours la diva, avec des Grammys et des Oscars. Mais en présence de James, elle pouvait expirer, sortir de son personnage et simplement être une épouse. Ils n'ont jamais eu d'enfants ensemble, mais la famille était au centre de leur union. Barbara a embrassé les enfants de James, en particulier son fils Josh Brolin, comme faisant partie de sa famille élargie. Elle les a accueillis dans sa maison et dans son cœur, tissant une famille recomposée sans fanfare. Dans le même temps, James est devenu une présence constante pour le fils de Barbara, Jason Gould, soutenant le lien qui était déjà le plus sacré de sa vie. L'absence d'enfants ensemble n'était pas une perte. Ils avaient trouvé à la place un partenariat centré sur le respect mutuel, la loyauté et la liberté de vieillir côte à côte. Ce qui a rendu leur mariage remarquable, ce n'était pas les grands gestes, mais son endurance. Dans une industrie où les relations vacillaient et mouraient souvent sous les yeux du public, Barbara et James ont tranquillement franchi étape après étape. 5 ans, 10 ans, 20 ans ensemble. À leur jubilé d'argent, le mariage était devenu l'une des unions les plus admirées d'Hollywood, non pas parce qu'il était glamour, mais parce qu'il était réel. James n'avait pas peur de célébrer les réalisations de sa femme, mais était tout aussi heureux de la laisser briller seule. Barbara, autrefois consumée par le perfectionnisme, a appris à accepter l'imperfection dans l'amour. Les petites contrariétés, les désaccords inévitables, la simple humanité d'être avec quelqu'un tous les jours. À travers tout cela, elle n'a jamais cessé de s'émerveiller de ce qu'elle avait trouvé. Elle a souvent parlé de la façon dont, pendant des décennies, elle avait cru que l'amour durable n'existait peut-être pas pour elle, qu'elle était trop forte, trop célèbre, trop compliquée pour être vraiment comprise. Mais en James, elle a découvert le contraire. Sa constance est devenue son encre, son rire son baume, sa présence son havre de paix. « Je cherchais quelqu'un depuis 50 ans, a-t-elle dit un jour, et je l'ai finalement trouvé. » Aujourd'hui, plus de 2 décennies après ce mariage à Malibu, Barbara Streisand et James Brolin restent inséparables. Ils ne sont pas des habitués des tabloïds, ni ne paradent leur intimité pour les caméras. Au lieu de cela, leur histoire d'amour se mesure en petits gestes, une main tenue en public, un baiser échangé lors d'une cérémonie de remise de prix. La certitude tranquille que, peu importe à quel point le monde extérieur peut être turbulent, leur maison est un sanctuaire. Pour les fans qui ont suivi le long voyage de Barbara à travers des triomphes éblouissants et des chagrins d'amour douloureux, ce chapitre est le plus beau de tous. Parce qu'après toutes les batailles menées sous les projecteurs, après les amours qui ont vacillé sous la pression, Barbara Streisand a trouvé en James Brolin ce qu'elle avait cherché depuis son enfance. Pas la perfection, pas le fantasme, mais le partenariat. Un amour qui ne lui demandait rien d'autre que d'être elle-même. Un amour qui a perduré. Un amour qui lui a enfin donné la paix d'un acte final, écrit non pas dans le scandale ou les applaudissements, mais dans la grâce tranquille de 2 vies vécues comme une seule. L'amour pour Barbara Streisand avait toujours été insaisissable, brillant à ses débuts, meurtri à sa fin.
Mais avec James Brolin, elle a finalement découvert ce qui lui manquait depuis le début. Pas une passion qui brûlait comme un feu, mais une constance qui brillait comme un foyer. Leur vie ensemble n'a jamais exigé de gros titres. Il n'y a pas eu de scandale à survivre, pas de trahison à dissimuler. Au lieu de cela, il y a eu des dîners partagés à Malibu, des promenades le long des sentiers du jardin de sa maison au bord de l'océan, des matins passés dans un silence agréable avec le Pacifique déployé devant eux. En James, Barbara a trouvé ce que la gloire ne pouvait jamais lui donner. Le confort d'être connu sans jugement, la liberté d'être aimé sans condition. C'était peut-être la plus grande ironie de sa vie qu'après des décennies de drames publics, son bonheur le plus profond soit venu dans la simplicité privée. Les fans et les tabloïds ont traqué chacun de ses pas. Mais au final, le véritable triomphe de Barbara Streisand n'a pas été une autre récompense ou une performance record. C'était l'amour tranquille et durable qui lui a permis de se reposer enfin. Non pas en tant que légende, mais en tant que femme complètement, paisiblement et enfin elle-même. Mais au final, l'histoire du cœur de Barbara n'était pas un récit de scandale. C'était un récit d'endurance, de trouver un partenaire qui l'a choisi non pas pour la légende qu'elle était, mais pour la femme qu'elle avait toujours aspiré à être. Et c'est dans cet amour tranquille et durable que ces autres triomphes trouvent leur signification. Pour la maison qu'elle a construite, les trésors qu'elle a collectionnés, la fortune qu'elle a gagnée. Ce n'étaient pas des monuments à la vanité, mais à la survie. Chaque propriété, chaque voiture, chaque jardin était plus que du luxe. C'était la preuve que la fille de Brooklyn avait non seulement conquis le monde, mais avait également créé un sanctuaire dans lequel elle pouvait enfin se reposer. Pour Barbara Streisand, la richesse matérielle n'a jamais été simplement une question d'opulence. Pour elle, les possessions étaient une mémoire rendue tangible, un témoignage des batailles qu'elle avait menées, des pertes qu'elle avait endurées et des victoires qu'elle avait remportées dans un monde qui doutait autrefois d'elle. Si son histoire d'amour avec James Brolin lui a donné la paix, alors ses maisons, ses collections et ses trésors lui ont donné la permanence. C'étaient des sanctuaires sculptés dans les épreuves, des symboles qui ne murmuraient pas la vanité, mais la survie. Son domaine de Malibu reste le joyau de son monde, non seulement pour sa beauté tentaculaire, mais pour ce qu'il représente. Répartis sur plusieurs maisons au bord de l'océan, ses roseraies, ses étangs à carpe koi et ses terrasses soignées ressemblent moins à une forteresse de célébrité qu'à une retraite pour un artiste qui a passé sa vie sous les projecteurs. C'est ici qu'elle a épousé James Brolin en 1998, choisissant l'intimité plutôt que le spectacle. C'est ici qu'elle a trouvé la sécurité pendant les incendies de forêt en Californie, refusant d'être déracinée par la peur. Et c'est ici qu'elle a créé une utopie personnelle où chaque détail, jusqu'à la couleur d'un rosier, parlait de sa poursuite incessante de la beauté et de l'ordre. « Ma maison est ma toile », a-t-elle dit un jour. Et à Malibu, la fille de Brooklyn a peint son chef-d'œuvre. New York a également porté la marque de son ascension. Son hôtel particulier de l'Upper East Side, autrefois évalué à 17,5 millions de dollars, était plus qu'une adresse. C'était un pont entre son enfance modeste et les rangs raffinés de l'élite de Manhattan. Pendant un certain temps, son penthouse de Central Park West offrait une vue imprenable sur la ville qui s'était autrefois moquée d'elle, comme pour lui rappeler qu'elle avait non seulement survécu, mais s'était élevée au-dessus. Ce n'étaient pas des investissements, c'était des étapes. Chaque porte qu'elle a ouverte était un autre chapitre, prouvant que la fille autrefois sans père d'un appartement de Brooklyn s'était inscrite dans les quartiers les plus grandioses d'Amérique. Ces voitures, elles aussi, portaient mémoire et signification. La Bentley S3 de 1962, élégante en noyer et en cuir, reflétait le raffinement qu'elle a adopté lors de sa percée avec Funny Girl.
Loin des trajets en métro de sa jeunesse, la Mercedes-Benz 450 ans SL sportive de 1976 a marqué son indépendance pendant les années où elle a réalisé et joué dans Yentl, un film qui a redéfini le pouvoir des femmes à Hollywood. Et puis, la pièce de résistance, une Rolls-Royce de 1926 restaurée avec le même soin méticuleux qu'elle appliquait à ses performances. Ce n'était pas simplement un véhicule, mais un symbole, une déclaration que le temps lui-même pouvait être poli, préservé et rendu intemporel. Tout comme elle avait préservé sa voix, son talent artistique et son image contre l'érosion des décennies. Pourtant, sa collection la plus inhabituelle pourrait être celle qui a révélé sa vraie nature. Son musée privé d'Americana. Des poupées, des meubles anciens, des artefacts rares, tous conservés et exposés dans des pavillons thématiques qu'elle a construits sous son domaine de Malibu. C'était original, excentrique, peut-être même obsessionnel, mais c'était aussi profondément Barbara. J'aime vivre avec l'histoire, a-t-elle admis. En préservant ses objets, elle préservait des histoires, celles des autres et la sienne. Cette collection est devenue à la fois un sanctuaire et une déclaration, que la beauté pouvait être trouvée dans le négligé, le rejeté, l'oublié. Tout comme elle avait autrefois été sous-estimée, elle a également sauvé ces objets de l'obscurité et leur a donné de la dignité. Pour les étrangers, ces maisons et ces collections pourraient apparaître comme rien de plus que les dépouilles de la gloire. Mais pour ceux qui ont regardé de plus près, ils ont raconté une histoire différente, celle d'une femme qui s'est frayé un chemin hors de la rareté et a construit des forteresses contre les insécurités qui la hantaient depuis son enfance. Chaque brique, chaque jardin, chaque ornement de capot poli était une réfutation de la pauvreté et du ridicule qu'elle a enduré. Ce n'étaient pas des indulgences, c'étaient des stratégies de survie. Et c'est peut-être pourquoi, même lorsque les critiques se moquaient d'elle comme étant exigeante ou extravagante, l'héritage de Barbara semble différent. Elle n'a jamais amassé pour le seul statut. Elle a restauré, conservé, conçu, transformant la richesse en un moyen d'expression de soi. Ces maisons n'étaient pas des forteresses pour fermer le monde, mais des scènes sur lesquelles elle pouvait enfin vivre à ses propres conditions, loin des projecteurs impitoyables. Aujourd'hui, avec une valeur nette estimée à plus de 400 millions de dollars, Barbara Streisand est l'une des artistes les plus riches de l'histoire d'Hollywood. Pourtant, au-delà des chiffres se cache quelque chose de beaucoup plus grand. L'histoire d'une femme qui a transformé chaque blessure en art, chaque doute en défi et chaque possession en un témoignage que la survie elle-même peut être belle. Même cette fortune monumentale, aussi éblouissante qu'elle paraisse, ne peut qu'indiquer ce qui se cache vraiment en dessous. Sa richesse n'a jamais été une simple accumulation de biens, c'était un langage de survie. Chaque domaine qu'elle a conçu, chaque voiture qu'elle a restaurée, chaque artefact qu'elle a sauvé, portait une histoire d'endurance, de mémoire et de signification. Ces richesses ne vivent pas dans des coffres forts ou des bilans, mais dans les textures de la vie qu'elle a construite, dans les roses soignées avec patience, dans le bois poli par son propre toucher, dans la lumière qui traverse les espaces où elle pouvait enfin respirer librement. Sa maison de Malibu, son musée privé, ses rituels tranquilles, ce n'étaient pas des démonstrations de pouvoir, mais des preuves de paix durement acquises. La véritable mesure de ce qu'elle a construit ne peut pas être exprimée en millions ou en gros titres. Elle vit dans le rire qu'elle a partagé avec James Brolin autour d'un café du matin, dans les conversations sans retenue avec son fils Jason, dans l'immobilité du crépuscule au bord de l'océan où le silence ne se sentait plus seul. Ses domaines et ses collections ne sont pas des monuments à l'ego, mais à l'endurance. Des rappels que derrière la légende est restée la fille de Brooklyn qui rêvait autrefois d'une chambre à elle. Toujours à la poursuite de la beauté, toujours à la recherche d'un sentiment d'appartenance, essayant toujours de prouver qu'elle était enfin rentrée à la maison. Pour Barbara Streisand, l'amour, et non les applaudissements, a toujours été la monnaie la plus vraie.
Les scènes s'estompent, les trophées se ternissent, les applaudissements se dissolvent en échos. Ce qui perdure, c'est l'arithmétique tranquille d'une vie. Ceux que vous avez choisis, ceux que vous avez tenus, ceux que vous avez soulevés alors que vous auriez pu vous éloigner. Elle a appris que l'amour n'est pas le tonnerre des débuts, mais la discipline tranquille de rester. Se présenter quand personne ne regarde. Écouter quand la fierté veut parler. Protéger ce qui est fragile, même quand le monde est cruel. De la douleur de son enfance sans père aux tempêtes de feu de la gloire et du chagrin d'amour. Le voyage de Barbara a été une éducation continue aux nombreuses formes d'amour. Il y a eu d'abord le courage d'aimer une personne sans se déguiser, puis le courage d'aimer un enfant sans condition, et enfin, le courage d'aimer les étrangers, de prêter sa voix à ceux qui n'en avaient pas, d'utiliser sa plateforme non pas pour la gloire personnelle, mais pour le changement. Cela, plus que les disques d'or ou les ovations debout, est devenu l'architecture de son héritage. La richesse peut construire des murs, l'amour construit des havres, le talent peut ouvrir des portes, l'amour les maintient ouverts, la renommée peut résonner à travers les générations. L'amour donne un sens à cet écho à travers chaque transformation. Chanteuse, actrice, militante, épouse, mère. Elle a montré que la grandeur ne se mesure pas à ce que vous accumulez, mais à ce que vous donnez sans crainte. Son héritage n'est pas un curriculum vitae de réalisation, mais une façon d'être. Inébranlable dans la vérité, généreux dans l'esprit et sans crainte de tendresse. Une vie bien vécue, nous a-t-elle appris, exige que le cœur fasse 3 choses. Recevoir l'amour sans crainte, donner l'amour sans mesure et transformer la guérison privée en bien public. C'est pourquoi son histoire perdure. Parce qu'elle reflète la lutte humaine pour rester ouvert lorsque le monde nous tente de nous fermer. L'acte le plus courageux n'est pas de briller, mais de rester gentil. La plus grande victoire n'est pas l'applaudissement, mais la paix. Et maintenant, la réflexion se tourne vers nous. Quelle partie du voyage de Barbara parle à la vôtre? Le courage de commencer, l'humilité de rester ou la grâce de donner? Si sa voix vous a déjà stabilisé dans une saison difficile, honorez ce sentiment. Laissez un like et dans les commentaires, dites-nous sur une échelle de 0 à 10 comment vous évalueriez non seulement Barbara Streisand l'artiste, mais Barbara Streisand l'être humain et pourquoi. Vos mots, votre réflexion font partie de son écho. La preuve que son histoire, comme ses chansons, vit encore là où cela compte le plus, dans les cœurs qui écoutent.